Voix off. Pendant 290 000 ans, Homo sapiens est chasseur-cueilleur. Il vit en petits groupes de 20 à 150 personnes. Il se déplace selon les saisons et les migrations des animaux. Il travaille environ 4 à 5 heures par jour. Le reste, c'est repos, socialisation, rituel. Son alimentation est variée, fruits, racines, viande, poissons, insectes. Il est rarement en bonne santé parfaite, mais rarement en disette non plus. Et puis, il y a environ 12 000 ans, dans plusieurs régions du monde simultanément, quelques groupes font quelque chose de radical. Ils s'arrêtent, ils plantent des graines, ils élèvent des animaux, ils construisent des maisons permanentes. C'est la révolution néolithique. Et c'est peut-être le tournant le plus important et le plus ambigu de toute l'histoire humaine. Parce que si l'agriculture a rendu possible la civilisation, les villes, l'écriture, la science, et finalement nous, elle a aussi introduit quelque chose que les chasseurs-cueilleurs ne connaissaient presque pas, la famine, la guerre de masse, les inégalités systématiques et les épidémies. Voici l'histoire complète. La première question, pourquoi ? L'agriculture n'est pas une invention d'un génie isolé. Elle émerge indépendamment dans au moins 10 régions du monde, entre 12 000 et 5 000 ans avant J.C. Le croissant fertile Mésopotamie, Levant, blé, orge, chèvre, mouton. La Chine, riz, millet, cochon. La Mésoamérique, maïs, haricots, courges. La Nouvelle-Guinée, taro, banane. Le Sahel africain, sorgho, mil. L'Inde, coton. Pourquoi ce moment précis, 12 000 ans, et pas avant ou après ? Probablement une combinaison de facteurs. Le changement climatique. La fin de la dernière ère glaciaire, il y a 12 000 ans, réchauffe le climat, stabilise les saisons. Les céréales sauvages se développent dans des régions qui étaient auparavant trop froides. Les graines deviennent abondantes. La densification démographique. Après des millénaires de migration et d'occupation des terres, les groupes commencent à se heurter. La mobilité devient difficile. L'agriculture permet de nourrir plus de personnes sur un territoire restreint. Ce phénomène est accentué par la découverte de techniques de conservation des aliments, comme le séchage et le stockage, qui permettent de gérer les ressources de manière plus efficace. Göbekli Tepe, la découverte la plus déstabilisante pour notre vision du néolithique. En Turquie, on a trouvé un site de rituels monumentaux daté de 11 000 ans. Des piliers de pierre en T de 5 mètres ornés d'animaux sculptés. C'est le plus vieux monument architectural du monde, et il précède l'agriculture dans la région. Ce qui renverse la théorie classique, ce n'est peut-être pas l'agriculture qui a rendu les grandes structures sociales possibles. C'est peut-être l'inverse. Des regroupements sociaux complexes pour des besoins rituels qui ont créé la pression pour produire de la nourriture de façon intensive. En effet, ces rituels auraient nécessité des ressources alimentaires stables pour nourrir les participants, ce qui aurait encouragé les premières expériences agricoles. Voix off, l'agriculture crée des surplus. Les surplus permettent la spécialisation. La spécialisation crée des classes professionnelles, des potiers, des tisserands, des prêtres, des soldats, des scribes. Vers 7500 avant J.C., Çatalhöyük en Anatolie, Turquie actuelle, est une ville de 8 000 à 10 000 habitants. Les maisons sont construites directement les unes contre les autres, sans rue, on entre par le toit. Des peintures murales, des statuettes, des enterrements sous le plancher. Une société complexe, avec des rituels, des échanges, des inégalités naissantes. Les archéologues y ont découvert des représentations artistiques fascinantes, montrant une spiritualité élaborée et des pratiques cérémonielles, témoignant d'une vie sociale vibrante. Mais la vraie révolution urbaine arrive en Mésopotamie, la région entre le Tigre et l'Euphrate, dans l'Irak actuel. C'est ce qu'on appelle le croissant fertile. Uruk, vers 3800-3200 avant J.C., est probablement la première grande ville de l'histoire humaine. 40 000 à 80 000 habitants à son apogée, des temples monumentaux, des canaux d'irrigation, une administration centralisée. Uruk devient un centre d'échanges commerciaux, reliant l'Orient à l'Occident, et favorisant la circulation des idées et des technologies. Et avec l'administration vient le problème. Comment garder trace de tout ? Des milliers de transactions,
des stocks de grains, des obligations de travail. L'écriture est inventée pour tenir des comptes. Les premières tablettes d'argile sumériennes, datant de 3400-3200 avant JC, ne parlent pas de poésie ou d'amour. Elles parlent de bière et de moutons. 29-606 mesures d'orge, 37 mois, Kushim. C'est la signature la plus ancienne de l'histoire humaine. Un comptable nommé Kushim. L'écriture cunéiforme sumérienne se développe progressivement. D'abord des pictogrammes, puis des symboles phonétiques. En quelques siècles, elle sert à rédiger des lois, des poèmes, des traités diplomatiques. Ce développement de l'écriture est essentiel, car il permet la transmission d'informations à travers le temps et l'espace, renforçant ainsi la cohésion sociale et la continuité culturelle. Le code d'Hammurabi, vers 1750 avant JC. 282 lois gravées dans la pierre, dont certaines sont d'une modernité troublante. Présomption d'innocence, protection des débiteurs, responsabilité professionnelle. Si un architecte construit une maison et qu'elle s'effondre sur le propriétaire et le tue, l'architecte sera mis à mort. Ce code illustre la complexité croissante des sociétés humaines et la nécessité de réguler les comportements à mesure que les communautés s'agrandissent. Voix off, mais la révolution néolithique a un revers sombre, que les historiens n'évoquent pas toujours clairement. La santé s'est dégradée. Les squelettes de chasseurs-cueilleurs montrent des individus plus grands, avec moins de carences et de maladies infectieuses que les premiers agriculteurs. L'agriculture crée une dépendance à quelques cultures. Si la récolte échoue, tout le monde meurt. La monoculture favorise aussi les carences nutritionnelles. Les premières populations agricoles sont plus petites, ont plus de caries, plus de maladies osseuses. Des études montrent que les restes de ces populations présentent une augmentation des maladies liées à la malnutrition, comme l'anémie, qui était rare chez les chasseurs-cueilleurs. Les épidémies sont nées avec l'élevage. Vivre en permanence au contact de porcs, de vaches, de poulets, dans des conditions d'hygiène précaires, crée le terreau idéal pour les zoonoses, les maladies qui sautent de l'animal à l'homme. La variole, la grippe, la rougeole, la tuberculose, toutes viennent de l'élevage domestique. C'est pourquoi les populations du Vieux Monde ont résisté à des maladies qui ont tué 90% des Amérindiens au contact des Européens. Ils avaient développé une immunité après des millénaires d'épidémies. Ce phénomène de résistance sélective souligne l'importance des interactions complexes entre l'homme, l'animal et l'environnement dans le développement des maladies. Les inégalités ont décollé. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, l'accumulation de biens est limitée. Vous ne pouvez pas porter plus que vous ne pouvez emporter. L'agriculture permet l'accumulation, terre, grenier, troupeaux. Et avec l'accumulation, les classes sociales, les hiérarchies héréditaires, la servitude. Des exemples historiques, comme les sociétés égyptiennes ou sumériennes, montrent comment le pouvoir s'est concentré entre les mains d'une élite, souvent justifiée par des mythes religieux ou des croyances en la supériorité divine. La guerre devient industrielle. Des escarmouches entre groupes de chasseurs-cueilleurs existent, mais la guerre organisée, avec des armées, des fortifications, des sièges, nécessite des surplus agricoles pour nourrir des soldats qui ne produisent pas. La civilisation et la guerre de masse naissent ensemble. Ce changement est illustré par la guerre de Sumer et celle des Hittites, où des armées professionnelles se battent pour le contrôle des terres et des ressources. La guerre devient un outil de domination, transformant les relations sociales et politiques. Jean-Jacques Rousseau avait tort sur presque tout, mais pas sur ce point. La propriété a introduit une inégalité que la nature ne connaissait pas. Cette observation est encore pertinente aujourd'hui, alors que les inégalités économiques et sociales continuent de se creuser dans notre monde moderne, rappelant que l'héritage de la révolution néolithique perdure. Voix off. La révolution néolithique était-elle un progrès ou un recul? C'est la mauvaise question. C'était une transformation irréversible. Une fois que les villes existent, les armées existent. Une fois que les armées existent, les agriculteurs qui refusent de s'organiser en cités-États sont absorbés ou détruits. L'agriculture n'a pas triomphé parce qu'elle rendait les humains plus heureux. Elle a triomphé parce qu'elle permet de nourrir plus de personnes par kilomètre carré,
ce qui donne un avantage militaire. La logique démographique et militaire a imposé un mode de vie que personne n'avait vraiment choisi collectivement. Cette idée fait écho à la pensée de nombreux historiens contemporains qui soulignent que les structures sociales qui en résultent sont souvent le produit d'évolutions économiques et démographiques plutôt que de choix délibérés. Ce paradoxe, que nos transformations les plus importantes ne sont pas des décisions conscientes, mais des conséquences de pressions systémiques, va revenir dans toute l'histoire humaine. Dans le prochain épisode, une de ces premières grandes civilisations qui a perduré 3000 ans, l'Égypte ancienne. À mardi sur Horizon Infini. Partie en quoi et comment l'agriculture a émergé. Partie 2. Les premières villes, l'invention de l'écriture. Partie 3. Le prix de la civilisation. Warcraft.